Alors, la session suivante, je dois commencer par faire mes excuses, mais finalement, je suis sûr que ça va pas être bien grave. Nous avons eu un petit quiproquo. Mon amie docteur Sabrina Benmecheri avait demandé à prendre la parole. Je lui avais dit, il n'y a pas de problème, je connais très bien ses travaux, je sais ce qu'elle fait, etc. Pour moi, ça allait de soi qu'elle serait parmi nous aujourd'hui et qu'elle ferait son exposé. Et elle, au contraire, elle pensait que si je lui donnais pas de confirmation, c'est que probablement qu'elle ne pourrait pas parler ou quoi que ce soit. Donc, elle n'a pas réellement présenté, mais je sais qu'elle n'a pas besoin de préparer sa présentation parce qu'elle aime tellement ce qu'elle fait qu'elle va nous expliquer en quelques mots sa vision du monde, sa vision du bonheur, sa vision de la nature et le lien entre sa vision de la nature et sa vision du bonheur. Alors voilà, et ce sera quelque chose de formidable pour succéder à Bisouman et pour, je dirais, faire un petit exposé avant le dernier exposé. Bon, il y en aura encore un autre entre-temps, mais le dernier exposé sera également sur le bonheur. Donc voilà, on va baigner dans le bonheur cet après-midi entre Sabrina Benmecheri, Sophie Lacour, Denis Courtiade, et entre-temps, on va essayer de redevenir un petit peu plus sérieux. Docteur Béatrice Bellini et moi-même, nous allons vous expliquer un petit peu ce que nous faisons au niveau de la chaire de Positive Business à l'Université de Nanterre. Voilà. Sabrina. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde. Alors oui, je suis un peu stressée devant une telle audience. D'abord parce que j'ai atterri il y a 3 jours au Costa Rica, donc vous voyez, je suis encore en mode été. Et que Stéphane me dit tu interviens? Je lui dis mais tu m'as rien confirmé du tout. Donc ça va être un peu du freestyle. Mais je vais un peu rebondir sur ce que j'ai entendu cet après-midi et pourquoi je vais vous parler du bonheur et plus particulièrement de cultiver notre produit intérieur du bonheur. Donc moi, je suis écologue, je suis docteur en écologie, je suis spécialiste en écotourisme. Il y a des personnes ici dans cette salle que je connais depuis 20 ans et avec qui on a fait un sacré chemin. Et en revenant, quand au mois de novembre, Philippe m'a demandé de rejoindre l'âme forte, ce qui m'a plu, c'est l'âme forte. Une âme forte. Nous sommes cette âme forte. Et moi, c'est ça qui a résonné en moi, connaissant Philippe, connaissant les membres qu'il y avait ici, j'ai dit, ok, d'accord. Parce que depuis 2 ans, en fait, je suis un peu en semi-retraite. C'était un de mes objectifs quand je traversais le désert. J'ai eu la chance de rencontrer un grand homme à l'époque où j'étais entomologiste. Entomologiste, vous savez, c'est quand on étudie les insectes. Et j'avais à mes côtés Monsieur Théodore Monod. Et un jour, il m'a fait découvrir l'Adrar. Et ça a juste changé ma vie. L'écotourisme. L'écotourisme est devenu pour moi une véritable façon de voyager, mais aussi de créer des projets et des destinations, puisque j'ai eu la chance de travailler dans plus de 23 pays et de recréer des oasis, de transformer nos parcs naturels et nos parcs nationaux à accueillir le tourisme à travers le projet de la Charte européenne. Et qu'est-ce qu'on avait mis à chaque fois au cœur de ces processus? Eh ben, c'était comment rendre notre visiteur beaucoup plus heureux. Et on a mis essentiellement le focus sur cela. Évidemment, je n'ai pas une expérience dans le domaine de l'hôtellerie à votre niveau. Donc, c'est très humblement, c'est une réflexion que je vous propose. Parce que je pense que l'on peut agir à tous les niveaux. Je crois beaucoup en green and growing et je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous tous. Aussi pour respecter l'esprit de mes mentors. Quand Théodore me disait, mon petit, il ne suffit pas de comprendre la nature, il faut l'aimer. C'est ce que disait Denis. Faire des bisous, faire des hugs,
Aujourd'hui, c'est démontré scientifiquement, ça fait du bien, ça augmente le niveau des endorphines et donc ça apporte du bonheur. Et qu'est-ce que recherche notre visiteur quand il voyage? S'évader de son quotidien, s'évader de sa souffrance, parce qu'on est tous actuellement en transition. On se demande tous, et comment on va faire? Et donc, je me suis dit, si le voyage pouvait devenir la possibilité d'aller vers cette transition. Alors, on peut l'apprendre à notre touriste, mais comment l'apprendre à notre touriste si celui qui lui apprend ne sait pas de quoi il parle, ou il en parle seulement de manière théorique? Et si on l'amenait dans nos cursus, dans cette phase même où les gens vont se repositionner sur un certain nombre de choses? Donc, pour moi, l'entreprise devenait la destination. Le travail devenait l'expérience, et je ne veux plus parler de travail. Et puis finalement, comme on peut apprendre à servir un plat, on peut apprendre à le servir heureux, c'est-à-dire à rentrer dans cette dimension de l'échange dont a parlé monsieur et dont en parlait Denis tout à l'heure. Alors oui, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Et je me suis intéressée à pourquoi ce n'est pas facile. Pourquoi il y a de la résistance dès qu'on amène du changement? Parce que finalement, c'est ça, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui, on vit la situation que l'on a en France, mais aussi dans le monde. Nous résistons au changement. Et ça, c'est vraiment marcher dans le désert qui m'a appris. On ne peut avancer un pas après l'autre si on accepte de faire le prochain pas. Mais on ne peut faire le prochain pas si on cultive un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on accepte qu'on expérimente. On accepte qu'aujourd'hui, le métier devienne l'expérience. C'est-à-dire que on n'est pas là pour servir, on est là pour partager. C'est la même chose dans le fond. Mais dans le ressenti de l'humain, et donc c'est bien le sujet dont je voulais vous parler, l'écotourisme, un outil pour le développement humain, c'est-à-dire faire du voyage un outil de développement personnel. J'écoutais tout à l'heure le monsieur, d'accord, aujourd'hui ce que vous voulez, c'est que vos chambres ne soient pas standardisées. Et oui, parce que partout où on va, on recherche de l'exotisme, on recherche la rencontre avec l'autre. Mais comment ne offrir une chance qui n'est pas standardisée si à un moment je ne connais pas le cœur de ma destination? J'étais il n'y a pas longtemps à Al Hoceima, puisque aussi une partie de mon métier, c'est de continuer à créer des offres écotouristiques. Et donc, à Al Hoceima, j'ai travaillé avec le directeur du groupe là-bas, donc du Quemado. Et l'idée, c'était vraiment d'amener cette Méditerranée, d'amener cet arrière-pays du Rif au cœur du premier hébergement où tous les Marocains arrivent. Finalement, il fallait s'adresser aux Marocains avant tout, c'est une destination nationale. Eh bien, ce n'était pas facile, parce qu'en effet, on a tous ces standards. À un moment, c'est un mixte. Donc aujourd'hui, ce mixte, comment on va l'adresser à cette nouvelle génération? Alors j'ai expérimenté. Depuis 2 ans, j'ai expérimenté et je me suis mise à accompagner des entrepreneurs, parce que je suis entrepreneur et que c'est la seule chose que je sais faire, qui sont dans le domaine du tourisme et particulièrement dans le domaine de la reconversion et qui ont envie d'intégrer ces notions de bien-être, de happiness, etc. Pour cela, je me suis inspirée d'une ville avec qui j'ai travaillé pendant 6 mois. Dubaï. Dubaï vient de créer le premier ministère de la pensée positive et du bonheur. Et pour mon plus grand bonheur, celle qui gère ce ministère est une femme. Et donc, ils ont travaillé à définir 384 critères pour permettre le bonheur à Dubaï. Mais en effet, aujourd'hui, Dubaï, ils ont une qualité de vie. Il y a 192 nationalités, dont 23 religions différentes, qui vivent ensemble à Dubaï. Vous pouvez laisser votre voiture ouverte, et j'ai assisté à plein de réunions où il y avait ce melting pot. Mais il y a une chose qu'ils ont amenée, et qu'ils l'ont amenée à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous allez dans l'éco-lodge du Bédouin, dans le désert, ou que vous allez dans un grand hôtel, ils ont amené 3 choses. Cette notion du fil conducteur, est-ce qu'on vous rend heureux chez nous? En fait, est-ce qu'on pose cette question à nos visiteurs? Est-ce qu'on vous rend heureux chez nous? Quand je vais manger dans un restaurant, on m'a jamais demandé, vous êtes heureuse du plat qu'on vous a servi?
Première chose, on me demande si je suis satisfait. Oui, je peux satisfaire un besoin. Et de quoi ai-je vraiment envie quand je commence à réfléchir à ma prochaine destination? La deuxième chose, au fait, qu'ils ont amené dans leur service, c'est que je sois dans un 4 étoiles ou que je sois chez l'habitant, je vais construire une relation autour de l'accueil, mes traditions, quelles qu'elles soient, comment est-ce que je peux les amener? Et donc, ça a été d'emmener ce sens de la tradition. Et donc, de revenir à ce qui est aussi leur point faible, c'était des Bédouins. Et que pendant longtemps, ils n'osaient pas le dire. Et qu'aujourd'hui, ils ont trouvé, à travers le développement, cela possible. La troisième chose, c'est le digital, le mix marketing. Oui, c'est vachement important. Personnellement, je me suis totalement reconvertie au digital pour comprendre cette génération millénium. Ils m'ont appris 3 choses. Cette génération ne veut plus donner son temps pour de l'argent. Parce qu'ils ont compris que pour gagner de l'argent, il n'y avait plus besoin de donner leur temps. Quand j'ai compris ça, c'est ce qui m'a permis de me mettre en semi-retraite et pouvoir voyager aussi pour faire autre chose. Donc ça veut dire que leur relation au travail a complètement changé. Et aujourd'hui, quand j'accompagne des entrepreneurs qui ont entre 30 et 40 ans, pour certains 25, dans cette reconversion, je les emmène dans la nature. Et on restructure leur projet en s'inspirant de la nature et de ce qu'ils ont envie d'amener aujourd'hui dans leur entreprise. La deuxième chose, c'est qu'ils ont compris que la connaissance, il y avait quelque chose ici qui s'appelle Google et que si on veut aller chercher de la connaissance, on tape Google. Donc, ça ne me prend plus du temps d'aller vers la connaissance. Mais ce dont ils ont besoin, c'est l'expérience, c'est l'ancrage à ce qu'une entreprise peut leur apporter. Et c'est un peu toute cette approche, au fait, qu'on a développée à Dubaï, qui m'a inspirée. Mais ça faisait plus de 20 ans que ça m'inspirait, parce que j'ai aussi travaillé au Bhoutan. Et le Bhoutan, comme le Danemark, où j'ai aussi travaillé, cultive cette notion du bonheur national brut. Et c'est un peu cet appel que j'ai envie de vous dire à votre niveau. Et voilà, moi j'ai un peu vraiment travaillé, vous avez compris, je suis des petites mains ouvrières, moi j'ai besoin d'expérimenter, d'avoir les mains dans la terre. La France est le premier pays mondial touristique. Est-ce que aujourd'hui, à travers notre manière d'accueillir, on ne pourrait pas aussi devenir le premier pays européen à amener cette notion du bonheur dans nos séjours, dans nos activités, dans notre accueil, voire même dans notre assiette? On vient pour découvrir notre façon de vivre. On fait rêver le monde, et pourtant aujourd'hui, on ne fait plus rêver les Français, quelque part. Donc si on veut continuer à faire rêver le monde, peut-être qu'il va falloir aussi repenser à accompagner cette génération différemment. Cette année, j'ai accompagné exactement 102 entrepreneurs dans cette reconversion. De ces 102 entrepreneurs, 80% sont des femmes. Et là, je me dis pourquoi? Est-ce que les femmes sont plus à même à se repositionner, à se remettre en question et à aller vers cette entreprise du bonheur plus que les hommes? Et c'est vrai que dans l'activité touristique, les femmes jouent un rôle très important aussi dans l'accueil. La deuxième question que je vous pose et que je me pose, c'est important pour l'humain, mais aujourd'hui c'est aussi important pour notre planète. Je reste aussi écologue et mon objectif est de trouver un moyen pour que chaque entreprise ait une empreinte, ce que j'appelle une empreinte écologique positive. Et ça, c'est vraiment le lien qu'on avait fait à Dubaï. Ils ont du mal encore avec ça, ils ont du travail, mais c'était pensée positive, empreinte écologique positive, pour une planète beaucoup plus verte. Je reviens encore à Green and Growing. Je crois qu'aujourd'hui, cela est urgent pour nous tous. Le constat, on le connaît, on n'a pas besoin de le refaire, mais comment agir avec ces jeunes qui ont une conscience supérieure à la nôtre? Il n'y a qu'à voir ce qui se fait actuellement dans le domaine de l'environnement et cette jeune petite fille qui est en train d'apporter tout un questionnement et qui nous interpelle. Et je pense que dans le domaine du tourisme en général, des transports, de l'hôtellerie, enfin du voyage, nous sommes complètement concernés par cela. Et enfin,
Le dernier point, c'est comment. Alors, je vais vous dire ce qu'on a remis à la place d'un certain nombre de choses. Donc, apprendre à travailler, eh bien, l'approche, c'était de comment, dans le travail, remettre toute la créativité à celui à qui on s'adresse. Si on met chaque personne dans ce qu'elle s'est donné le mieux, eh bien, on en tire un maximum et je suis sûre qu'on peut même la fidéliser parce que finalement, elle ne travaille pas. Elle donne à une entreprise ce qu'elle aimerait se donner soi-même. La deuxième chose, c'est comment pouvoir être positif. On est tout le temps en train de challenger les gens à travers des processus et des cadres. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'ai constaté chez mes étudiants, c'est qu'ils ont besoin d'agir et de sentir qu'ils contribuent à ce monde dans lequel ils sont. Et en effet, ils nous le montrent. Enfin, au lieu de leur parler de cursus et d'évolution, comme leur relation au travail est différente, il ne s'agit plus de donner du temps pour de l'argent, comment les amener, et tout à l'heure, en effet, la personne qui était là, à croître aussi dans une entreprise, à se sentir croître dans cette entreprise. Et enfin, mon dernier point, et l'avant-dernier, c'est est-ce que la nature, l'écologie, peut être un vecteur dans ceci? Oui, tout à fait. Et ça, je pourrais vous en parler une autre fois, mais absolument. Moi, en tout cas, c'est vraiment par l'angle de la nature que j'amène aujourd'hui ces entrepreneurs à expérimenter et à créer leurs entreprises dans cet état d'esprit. Et le dernier point, c'est remplacer le travail par l'expérience. Je suis convaincue que si on peut le faire dans un gîte, qu'on peut le faire dans un parc national en formant des guides touristiques, qu'on peut le faire dans des petites auberges où chaque visiteur va venir chercher cette rencontre et cette expérience, nous pouvons aussi transposer ces éléments autour de cette notion du bonheur dans des grandes institutions. Voilà, je vous lance un appel. Je serais très heureuse, en effet, que, pourquoi pas, on ait un groupe de travail au sein de l'âme forte autour de cette notion. Et puis pour voir comment très concrètement on pourrait le mettre en place dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, parce que si à ce niveau-là on commence à transmettre ça, je suis sûre que voilà, ça va impacter encore à d'autres niveaux. Et pourquoi est-ce important aussi? C'est que par rapport à cette génération, autant ils n'ont pas besoin d'avoir des directeurs, quelque part, autant ils recherchent des mentors. Peut-être que vous pourriez être ces mentors pour cette génération d'aujourd'hui, de demain. Et enfin, le dernier point, c'est que pour moi, être heureux, c'est arrêter de rechercher la perfection. La perfection, quelque part, n'existe pas. Alors, je suis un peu provocatrice, excusez-moi, mais j'aime bien. La perfection n'existe pas dans la nature. La nature a besoin constamment de créer un équilibre harmonieux. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui peut-être de recréer cet équilibre harmonieux en nous inspirant de la nature. Cela peut-être réduirait toutes ces fractures sociales aujourd'hui que l'on vit et que l'on vit tous les samedis aujourd'hui en France. Mais en tout cas, moi, ça m'interpelle et j'ose vous en parler, j'ose me poser cette question par rapport aussi aux personnes que j'accompagne au quotidien. Pour revenir enfin sur Dubaï, une des conclusions du dernier atelier qu'on a fait, c'était si on veut aujourd'hui avoir une qualité de vie qui est ouverte vers les autres, qui accueille les autres et qui permet aux gens de vivre ensemble et de mieux vivre ensemble, eh bien, la première étape, c'est de créer chacun de la valeur ajoutée dans nos métiers. C'est l'histoire de l'homme augmenté aussi. En créant de la valeur ajoutée dans nos métiers, dans nos entreprises, eh bien, on crée, chaque être humain devient une véritable destination, c'est-à-dire il a un savoir-être. Nous sommes des êtres humains et pas seulement des fers humains. Et le troisième point, ça a été de dire, dans cette notion au fait de l'accueil, eh bien, au lieu de nous fermer aux différences, on va s'ouvrir aux différences, mais pour cela, il faut construire la confiance en soi.
Et on a fait un atelier de 3 jours sur la confiance en soi dans plein de métiers différents. Et ce qui était ressorti, c'est que, eh bien, le tourisme, l'écotourisme est un espace où cette confiance est naturelle. C'est-à-dire que quand on arrive en voyage, quand on est en confiance, on est en détente. Et du coup, ça peut être un terreau extraordinaire pour développer cette expérience. Voilà les réflexions que je vous soumets par rapport à l'écotourisme, un outil de développement humain. Est-ce que cela peut s'adapter à vos institutions? Je ne sais pas. Je pense que oui. Est-ce que le bonheur peut être un fil conducteur? Oui. En revanche, au plus profond de moi-même, je suis convaincue qu'aujourd'hui, cela est une urgence et une nécessité si on veut continuer à bien vivre ensemble et à faire de nos entreprises de vraies destinations du bonheur. En tout cas, voilà, moi, je m'y emploie tous les jours et je ne travaille plus. Je suis en voyage tous les jours. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je suis hors sujet, dites-le moi. Mais c'était un peu la réflexion que je voulais partager avec vous, comme ça, sans préparation, en revenant du Costa Rica. Merci beaucoup, Sabrina. Merci pour cette excellente présentation et qui fait assez le lien finalement avec la présentation suivante, puisque nous allons parler dans quelques instants de la chaire de Positive Business de l'Université de Nanterre et de la création d'un groupe de travail justement à l'âme forte concernant le Positive Business et où je serai moi personnellement très heureux d'incorporer toutes les valeurs de bonheur dont nous parle Sabrina. Ça pourrait être intéressant de faire un lien avec et de créer effectivement un groupe de travail. Voilà. Ah ben non, mais on va applaudir, mais avant d'applaudir, on attend peut-être des questions également. Je suis sûr que Cyril a des questions pour Sabrina. Moïse, vas-y. Juste un éclaircissement ou bien un détail additionnel que, bon, pour Dubaï, c'est la seule expérience au monde, on peut la considérer comme un projet pilote, hein, politiquement, parce que là, c'est le seul pays où on a un ministère dédié au bonheur, à ma connaissance. Et la ministre, elle est âgée de 20 ans. Donc, c'est vraiment une expérience pilote pour ce pays-là. On attend les résultats, carrément. Parce que là, ce mois-ci même, il entame un grand projet, un méga projet qui contient une composante de mesure du bonheur. Et ça, c'est vraiment une évolution dans le monde, mais on attend quand même les résultats. Est-ce que ça va déboucher quelque chose d'important, d'intéressant, ou bien c'est juste une carte politique qui a été jouée? Voilà. Je peux juste ajouter quelque chose. Je pense qu'en effet, on peut toujours attendre des résultats par rapport à cette question. Mais je pense aussi que le bonheur s'apprend comme apprendre un métier. C'est une façon d'agir et c'est une façon d'impacter aussi son entreprise. Et en tout cas, avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est vraiment cet apprentissage-là que l'on fait. C'est un apprentissage. Et c'est un apprentissage qui, si moi je change, eh ben, je peux impacter différemment. Alors, certes, à Dubaï, ils le font à un niveau national, en tout cas. Certaines entreprises aujourd'hui, quand même, se posent des questions. Ils travaillent au niveau de la qualité de vie, au niveau de plein de choses. Mais au final, la question, c'est ça. Est-ce que le bonheur n'est pas quelque chose qui s'apprend? C'est pas quelque chose, c'est pas un objectif, c'est quelque chose que l'on peut expérimenter au quotidien.
Et ça, c'est vraiment, en tout cas, l'expérience que nous, on vit depuis 2 ans avec ces 102 entrepreneurs. Donc, à voir. Moi, je dirais un peu, j'irais un peu plus loin d'ailleurs, hein, parce que quand on fait ce parallèle, on parle de Dubaï, mais dans les pays nordiques, déjà, c'est un peu le cas, hein, parce que quand on parle de l'entreprise libérée, justement, c'est une notion qui existe depuis un petit moment dans ces pays-là où les salariés se sentent très responsabilisés, justement, parce qu'on leur laisse cette liberté de travailler à leur manière, en quelque sorte. Il n'y a plus ces notions d'horaire où il faut être là à telle heure, partir à telle heure, etc. Ils sont beaucoup plus performants, je dirais. Et quand on regarde au niveau des études, on se rend compte qu'en fait, ils sont beaucoup plus heureux en venant au travail et que forcément, c'est pas l'argent qui est le premier moteur, mais c'est simplement le plaisir de venir travailler et d'apporter quelque chose en fait aux autres. Et malheureusement, la France est un tout petit peu en retard dans ce domaine-là. Il y a des entreprises qui commencent justement à réfléchir à cette notion d'entreprise libérée. Et je pense qu'on a tout intérêt effectivement à aller vers ça, parce que ça nous permet justement d'être beaucoup plus performants, entre guillemets, et d'être, je dirais, beaucoup plus opérationnel, tout simplement. Beaucoup plus productif, voilà. Voilà la traduction. Ah oui. Oui, j'avais une question par rapport justement au Yellow Vest. C'est vrai que dans beaucoup de pays du monde, on ne comprend pas les revendications, puisqu'on est un pays quand même où la qualité sociale est exceptionnelle. Et puis pour revenir sur le bonheur, d'une manière générale, les Français notent 2 points de moins leur bonheur que les autres. Donc en fait, c'est culturellement français, on n'est pas content. Donc je pense qu'il faut ressouligner que le bonheur d'un Vietnamien, c'est pas le bonheur de quelqu'un qui habite au Costa Rica, au Brésil ou en France ou voilà, au Nigeria. Et ça, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que quelquefois on l'oublie et je pense que c'est très important de voilà cet aspect culturel. Donc voilà. Je pense que le bonheur, je ne sais pas, mais on est là dans le cadre de l'éducation et du tourisme. Et avant d'en faire un élément de cohésion nationale, il faut effectivement en faire d'un élément ce qui peut être une cause, qui est quand même servir les clients, c'est servir du bien-être. Donc que ça soit pour les employés, mais que ce soit aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que bien entendu, il faut dans nos métiers aujourd'hui continuer à apprendre à nos jeunes ce que c'est que aussi de donner du bien-être aux clients.